Bonsoir, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, vous avez entre autres justifié ce passage du biopouvoir au no-pouvoir avec l'idée que désormais on s'intéresse moins à nos corps qu'à nos têtes, et plutôt à la façon dont on peut contrôler et façonner nos cerveaux plutôt qu'à celle dont on peut surveiller nos corps. Mais il me semblait que l'objet initial de la conférence n'était pas seulement la numérisation, mais aussi d'une manière générale le transhumanisme. Et le transhumanisme s'intéresse quand même assez farouchement à nos corps aussi, à l'amélioration du corps, le passage à un transhumain plus performant, etc. Mais c'est quelque chose qui est encore beaucoup de l'ordre du privé, moins du public. Donc qu'est-ce que vous diriez que Foucault pourrait dire de ce nouveau biopouvoir qui a trait vraiment non plus seulement au contrôle du corps au sens où on peut en prédire les actions, etc., mais aussi au sens où on peut le transformer très concrètement en changeant nos organes, etc. J'ai vu passer une blague sur internet qui disait que d'arrêter de dépenser de l'argent pour des produits contre la chute des cheveux parce que Jeff Bezos est chauve. Et, ça rejoignait des réflexions que je m'étais faites en me disant oui, effectivement, la quantité de milliards engloutis dans le problème de la calvitie masculine devrait nous rendre vraiment très modestes. Je me disais, j'avais le cancer en tête, mais sur le caractère. C'est ça qui est amusant avec le corps humain, c'est qu'on tombe vraiment dans un gouffre de complexité très très vite. J'avais un peu étudié la question sur la question des modélisations des muscles de la main. On dispose pas du tout de enfin, les questions d'optimisation que ça pose, la quantité de muscles mis en œuvre. On dispose pas du tout de la puissance de calcul pour faire vraiment ça bien. Et pour l'instant, on est encore battu en termes de puissance de calcul par l'évolution qui est du calcul distribué assez efficace sur quelques millions d'années. Donc moi, j'ai pas mal souscrit, même pour de faux, théorie de la singularité technologique. Autant j'ai absolument jamais cru, à part les prothèses de hanche, j'ai à aucun moment jamais cru à une amélioration quelconque du corps humain. Si ce n'est à les pousser un peu, ou alors j'aurais tendance à dire avec Illich que la technologie de rupture dans la technologie transhumaniste de rupture pour améliorer vraiment l'existence de la vie sur cette terre, ça a été de se laver les mains, quoi. Là, on s'est lavé les mains et là, d'un coup, on est passé d'une survie moyenne de 30 ans à une survie moyenne de 75 ans. Je pense qu'on fera pas mieux en termes de technologie de rupture. Peut-être je suis trop sceptique, mais les rares fois où je me suis mollement intéressé à la biologie, j'étais vraiment effaré par la quantité de questions que ça pose. Et on voit, enfin, l'histoire célèbre des antibiotiques, c'est vraiment ça, quoi. C'est juste le tiroir mal rangé, le truc génial qui sort, des milliards d'êtres humains sauvés. Et puis, bah, si le tiroir était mieux rangé, bah, on n'aurait pas découvert les antibiotiques. Et puis voilà. J'avais un peu mis en scène le truc dans mon bouquin, mon premier livre sur la théorie de l'information. Ça commençait par une vision, justement, des milliardaires en tant que transhumains ratés, qu'en fait c'était vraiment les prolétaires de la post-humanité, parce que c'était ceux qui étaient allés vraiment jusqu'au bout avec des maisons. Alors c'était l'époque où on fantasmait beaucoup sur la domotique et la maison domotique de Bill Gates, mais on avait laissé jouer ces hommes. Alors Bill Gates c'était connu parce qu'il y a sa fondation Bill et Melinda Gates, qui même d'un pur point de vue anti-malthusien, on peut vraiment, c'est une des rares fois où on peut vraiment chiffrer des projets humanitaires en termes de millions de vies sauvées, et voir en termes de milliards à quelque horizon. Après, je m'en amusais parce que c'est quasiment neutralisé par les efforts, enfin c'est pas simultané parce que c'est au début du siècle. Rockefeller fait à peu près la même chose, mais la passion de Rockefeller c'est l'homéopathie. Donc il y en a un qui vaccine, l'autre qui fait de l'homéopathie, mais un niveau d'intégration globale un petit peu délirant. Mais j'ai du mal à j'ai du mal à penser vraiment qu'on va réussir à optimiser le corps humain, quoi. Je vois absolument pas. En chirurgie, on peut faire des choses en chirurgie, mais alors dès qu'on touche à la biochimie, j'ai vraiment l'impression que c'est la panique totale, quoi. Il y a l'histoire assez prodigieuse du traitement de la folie, qui est problématique, mais toutes les personnes qui ont été confrontées à des schizophrènes savent que c'est assez cool quand même, les inventions, le panel chimique à la disposition du psychiatre moyen aujourd'hui a vraiment fait qu'en termes on a terriblement amélioré la qualité de vie des fous. Mais sinon, et c'est vraiment, enfin c'est de l'ordre presque de l'aléatoire, quoi. Peut-être que dans votre question, on
pourrait la décomposer en deux questions. D'une part, la pertinence du concept de transhumanisme, la pertinence de l'idéologie transhumaniste, et d'autre part, ce que Foucault en dirait. S'agissant de l'idéologie transhumaniste ou de l'hypothèse telle qu'elle est notamment formulée par Ray Kurzweil, j'ai beaucoup de doutes là-dessus pour deux raisons. D'une part, elle est globalement fondée sur ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors, pour le dire très rapidement, la loi de Moore, c'est une loi qui dit que les capacités informatiques sont multipliées par deux de plus en plus vite à travers le temps. Et donc, si on extrapole à 2040-2045, c'est la date que donne Kurzweil, le niveau d'intelligence numérique sera tel que nous serons complètement surclassés, dépassés. La différence de degré deviendra une différence de nature. Or, je ne vois pas comment on peut extrapoler à partir du passé le futur. Enfin, le futur n'est pas la simple répétition du passé. Et je pense notamment à la société Intel qui a dit que justement ses performances informatiques avaient tendance à décroître. Et d'autre part, quand bien même on aurait un super ordinateur, je vois mal comment est-ce qu'il serait doté de conscience. C'est-à-dire qu'il y a quand même un proprium, il y a quand même une propriété de l'âme humaine qui est simplement le fait de sentir en première personne, le fait de dire j'ai mal aux dents et de vraiment le sentir et de ne pas dire le programme a mal aux dents ou le programme dit qu'il y a mal dedans. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, je pense que le transhumanisme reste un mythe. Maintenant, s'agissant de ce qu'aurait dit Foucault, c'est un peu compliqué de faire soliloquer un philosophe, et a fortiori un philosophe décédé, mais si je me lançais dans l'épreuve de force, je dirais d'une part que c'est avant tout un philosophe, je pense, de la vie plus que de l'homme, et que je pense notamment à la fin des Mots et les choses, où il appelle à la mort de l'homme. Enfin, je pense qu'il y avait une sorte de jouissance chez lui à voir l'homme dépérir, à voir les humanismes mous éclater. Donc je pense qu'il aurait appelé, avec le sourire qu'on lui sait, à la mort de l'homme. Il aurait vu dans le transhumanisme une bonne chose, et en tout cas c'est ce que Deleuze dit peu ou prou dans son Foucault. Et d'autre part, quand il parle de la mort de l'homme dans la réponse au cercle d'épistémologie qui est à la fin du tome 1 de Dit et écrit, il dit, je le cite, « Retenons nos larmes ». Donc on sent une ambivalence dans le propos, une jouissance à voir l'homme mourir, mais une jouissance teintée de tristesse. Oui, si je peux ajouter un mot, en même temps, on pourrait penser, c'est possible qu'il aurait vu aussi le transhumanisme comme un super-humanisme d'une certaine façon. C'est le rêve de pouvoir augmenter certaines capacités humaines vers une puissance majeure de lui-même, peut-être plutôt qu'un véritable dépassement. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens de voir ce que pourrait, dans quel sens pourrait évoluer les biotechnologies et la façon dont on gère le corps. Je pense je peux seulement ajouter ça, qu'une différence forte par rapport au biopouvoir qui était de façon plutôt statistique, et donc qui travaillait sur une population, sur des données massives, sur une dynamique générale dans laquelle les individus ne sont pas si importants. En effet, le problème, c'est un effet de moyenne et de dominer une dynamique statistique. Ici, on a on arrive à travailler sur le vivant en tant qu'individu, à potentiel des caractéristiques de l'individu. Donc ça, oui, ça pourrait être quelque chose comme une torsion très forte de biopouvoir jusqu'à un paradigme nouveau pour beaucoup de raisons et d'aspects. Donc, s'il y a d'autres questions, on les prend volontiers.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais l'impression, en vous entendant, qu'une partie de ce qui était annoncé ou dans le prolongement des réflexions de Foucault et aussi de Deleuze se trouve réalisée à travers des projets comme le Quantified Self, qui sont une sorte de souci de soi porté à l'extrême, et en même temps une forme de contrôle ou de nouvelle discipline, effectivement, qui s'impose de manière horizontale, et aussi à travers ce qu'on appelle l'économie comportementale ou les nudges, qui consiste à inciter de manière douce à partir de sortes de flux d'énergie ou d'intensité comme ça. Donc est-ce que ces nouvelles manières de manipulation reprennent effectivement en partie les idées de Foucault et de Deleuze? Est-ce que ça doit être considéré comme un projet où peut-être qu'ils ont lu en partie ou qu'ils ont entendu parler des diagnostics de Foucault et de Deleuze, et comment faire revenir ces auteurs pour battre à leur propre jeu ces nouveaux techniciens qui semblent s'inspirer de leur diagnostic? Moi, j'aurais tendance à répondre un peu bêtement que en vrai, on est déjà des post-transhumains, que les technologies de rupture majeure, elles sont derrière nous. C'est l'invention de l'écriture, l'invention des villes et deux, trois autres choses massives comme ça qui nous ont vraiment profondément changé. Il était de bon ton, il y a une vingtaine d'années, de faire des comparaisons à Internet, Gutenberg, Renaissance, fin du XXe siècle. En fait, pas tout à fait, parce que la quantité, enfin, on s'extasiait beaucoup du fait que la quantité de savoir était vraiment exponentielle, et du coup, ça casse un petit peu la symétrie savoir-pouvoir. C'est que le savoir, il y a tellement de données à traiter que le savoir s'autonomise. On ne sait pas vraiment si on va tomber dessus. On ne sait pas vraiment si on a une utilité dessus. Personne n'arrive vraiment à avoir peur de son double numérique. Tout le monde le trouve encore très bête. Et puis quand bien même il serait très intelligent, c'est comme si c'était un monde parallèle. Je sais que les exemples qu'on donne sont assez pertinents. C'est des questions de crédit, des questions qu'engagent les économies d'une vie entière, etc. Mais j'ai l'impression que là, pour le coup, le couple savoir-pouvoir, il est vraiment cassé, parce que les deux choses vont être gérées de façon séparée. Ce serait ma réponse un peu modeste, là, pour le coup. Ma réponse sera tout aussi modeste. S'agissant du self quantitatif, ce que vous dites me fait penser au Foucault néolibéral, le Foucault tardif, et notamment à sa lecture de Gary Becker, où en gros il voit chez Gary Becker la possibilité d'éviter de tout psychiatriser, tout réduire à un inconscient. Et pour prendre un exemple assez significatif, le dealer de drogue aura plus de tendance à habiter chez sa mère, pas parce que c'est un Oedipe refoulé, mais parce que quand on est dealer de drogue, c'est beaucoup plus rentable d'habiter chez sa mère pour trafiquer. Et donc, je pense que ce self quantitatif peut, d'une part, être congruent à cette volonté d'économiser, ou plutôt d'économiciser tous les comportements qui peuvent nous sembler anormaux, et d'autre part, c'est une déclinaison de ce que je viens de dire sur le champ de la violence dans le champ sexuel ou des pratiques sexuelles, puisque le Foucault auquel vous faites référence est le Foucault de l'histoire de la sexualité, à certains comportements sexuels déviants. Je pense notamment à un article de Michael Fossel qui est paru dans Esprit il n'y a pas longtemps, où il analysait le film Shame de Steve McQueen, où en gros on voit ce qu'on appelle un yuppie, c'est-à-dire un Young Urban Professional de New York. Ça donnait, pour le dire vulgairement, à l'onanisme, et il est seul, c'est un solipsisme renfermé, ce qui d'ailleurs solipsisme qui renvoie à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et Fossel étudie cela à l'aune de Foucault en montrant que ce personnage d'élite urbaine est vraiment dans une gestion très réglée, très économique, hyper rationnelle de ses désirs, et ne s'adonne en aucune façon à une sorte d'irrationalisme ou à une sorte d'amour qu'il verrait comme quelque chose d'économiquement non rentable. Et s'agissant du nudge, je vais répondre en quelque sorte par une pirouette en vous disant que je l'aurais inclus dans toutes ces
déviations, tous ces comportements indirects, toutes ces actions qui nous incitent plutôt que de nous contraindre violemment à faire telle ou telle action. Mais je ne connais pas assez l'économie comportementale ni la finance comportementale, donc je ne suis pas assez connaisseur de l'économie. Une dernière question? Bonsoir. Vous avez brisé la notion de simulation et dans la question précédente aussi la double numérique et le monde parallèle. Et je trouve que ceci, ça traite des signes et des symboles, c'est une composante, et qui sont propagés très vite à travers les réseaux sociaux et pôles d'information. Donc ma question pour vous, c'est lesquels et comment est-ce que ces signes et symboles, dans notre époque, ont devenu des agents du biopouvoir? Oui, sans doute, mais ce serait la limite pas intellectuelle, mais en termes de vieillissement de Foucault, c'est qu'on n'est pas complètement certain que ce soit cet outil-là qui soit pertinent. On se rend compte que c'est des questions qui sont pas trop mal arbitrées, pas bien traitées, mais pas trop mal arbitrées par la vieille politique, par exemple. Et on a quand même l'impression, aujourd'hui, j'avais été très frappé par ça, j'avais visité le siège de Google dans le 9e arrondissement, et tous les dirigeants qui étaient là, on me les avait présentés comme des anciens des cabinets Sarkozy recasés, quoi. Et c'était pas du tout un truc, j'avais rien contre les cabinets Sarkozy, mais c'était assez intéressant de se dire que ce qui était vendu comme une cellule de recherche sur le futur de l'Android et l'intelligence artificielle, en vrai, ils faisaient pas tellement semblant de dire que c'était une super instance de lobbying. Et les gens avaient quand même plus un look politique qu'un look tech. Donc l'analyse qu'on fait de ce truc, on peut faire une analyse très sophistiquée en termes de biopouvoir. En vrai, c'est des bons vieux lobbyistes dont on connaît, on a connu les mêmes en marchant de cigarettes et on les retrouve en marchant de trucs. C'est pas, il y a quelque chose, c'est une blague, hein, mais cette histoire j'aime beaucoup les blagues sur Internet, ça fait 2 fois que je cite des blagues sur Internet, mais l'idée que Alexa, par exemple, l'enceinte connectée d'Amazon, ça ferait pleurer de rire des agents de la Stasi, quoi. Donc on se dit, là il y a un niveau presque de bêtise intrinsèque de la chose, qui est pas si... J'arrive profondément pas à avoir peur. L'exemple de la Chine serait un petit peu à part, parce que c'est pas une société tout à fait libérale, mais j'arrive pas tout à fait à avoir peur sur nos sociétés. Je pense que le niveau, on l'a encore vu avec les polémiques des derniers jours, le niveau de nocivité des réseaux sociaux et des doubles numériques est à peu près acquis. J'ai l'impression qu'on est vraiment en fin de cycle, en fait. Je dis pas qu'on va tous faire ce que font les enfants des milliardaires de la Silicon Valley et faire du tricot et de la poterie, mais il n'y a plus aucun doute. Disons quand des gens de chez Renault présentent une nouvelle voiture et qu'on voit la publicité, on est content quelques secondes parce qu'on la voit rouler sur des routes de montagne et c'est assez sexy, mais on sait très bien qu'on arrive de moins en moins à ne pas voir la question du réchauffement climatique. De la même façon, quand on entend aujourd'hui des prophètes de la Silicon Valley vanter quelque chose, on commence à voir assez fort à travers. Donc j'ai l'impression, c'est très bête et très plat ce que je dis, mais que la question est vraiment revenue strictement dans le champ d'une politique qui est plus du tout bio, qui est vraiment une politique à l'ancienne, des réglementations, de la fiscalité, et le retour, c'est très contre-intuitif, hein. Le retour du méchant du 19e siècle des livres de Foucault sur la prison, quoi. Déprimant, en fait. Sur les signes et symboles que vous évoquiez, j'ai tendance à penser, d'une part, qu'en effet, ils sont rattachables au biopouvoir. D'ailleurs, après tout, la dénonciation par Guy Debord dans les années 60 de la société du spectacle était déjà une dénonciation de la publicité, du capital devenu image. Cependant, j'ai quand même tendance à penser que depuis 20 ou 30 ans,
deux éléments qui nous inclinent à changer de concept. D'une part, ce que Anthony Giddens, le sociologue britannique, appelle les comportements réflexifs ou sociologie réflexive, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus tendance à avoir un retour qualitatif sur les produits que nous achetons. Pour le dire très simplement et là aussi très sommairement, avant on allait simplement dans un hypermarché acheter le plus de produits possible ou les moins chers possibles, de acheter le troisième offert, on n'allait pas plus loin que ça. Aujourd'hui on regarde quand même les avis, le nombre d'étoiles, les commentaires, si tel ou tel produit n'est pas trop nocif pour notre santé. Et c'est permis notamment par l'informatique et Internet, et d'autre part, ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir l'intrication d'Internet et des réseaux sociaux et le fait que nous sommes de plus en plus tout de même enclins à des comportements pavloviens, ou en tout cas que ces pouvoirs sont vraiment démultipliés par rapport à l'époque du biopouvoir. Et d'autre part, s'agissant de la question des signes et symboles, mais relativement à la politique, c'est-à-dire en gros l'influence du politique à travers Facebook et les réseaux sociaux comme simplement nihil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil, j'ai tendance à être tout à fait d'accord avec vous. Au fond, certes, les réseaux sociaux ont une influence, par exemple sur la campagne électorale américaine opposant Trump et Clinton, mais on a toujours eu des campagnes mensongères, on a toujours eu des effets d'influence, des intrications étrangères, donc c'est simplement la même chose par le même événement, le même fait par d'autres moyens. Et la notion même d'algorithme, étymologiquement c'est intéressant parce que ça vient du mathématicien arabe Al-Khwarizmi qui est le père de l'algèbre, donc on voit que ça remonte à un âge médiéval et depuis, au fond, depuis la Grèce antique, la politique, et notamment en l'occurrence la politique démocratique, n'est qu'affaire d'algorithmes. Déjà à l'époque de la Grèce antique, on envisageait une suite réglée d'opérations, c'est la définition de l'algorithme, pour organiser les élections. Donc tant qu'il y a eu de la politique, il y a eu des algorithmes. Oui, pour conclure, je dirais qu'une question à poser dans une prochaine conférence, on verra si l'organiser, si c'est cette thématisation du conseil de bio, qui en effet c'est une possibilité, ce serait aussi, sûrement par exemple, d'élargir ce concept dans un certain sens. On a des technologies, l'extraction massive des données touche quelque chose de nos vies, de nos comportements à un niveau assez détaillé et, comme dire, qui n'est pas toujours lié, qui n'est pas toujours si qualifié dans un certain sens. C'est quelque chose assez, qui a une prise assez forte, comme on a vu avec Cambridge Analytica et d'autres choses sur nos vies. Donc la question ce serait aussi de se demander si cet aspect des comportements qui sont désormais objets de pouvoir, s'ils ne rentrent pas dans un nouveau concept de vie qui va un peu au-delà de la question du corps biologique, mais qui quand même touche à quelque chose qui est plus que nos domaines, que nos comportements symboliques et une dimension de langage et d'échange. Mais ça, c'est pour notre conférence. Pour celle-ci, je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.